Merci de préférer l'information sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, nous irons à la découverte d'un mouvement mondial de jeunesse vieux de 111 ans. Il s'agit bien du scoutisme. Le Syntesh-Sobé, entendé syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, était en congrès ce vendredi. Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntesh-Sobé, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Le point dans ce journal. Les répressions de nouvelles marches de catholiques ce dimanche contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila a fait au moins un mort et plusieurs blessés en République démocratique du Congo. Vous en saurez davantage dans le développement de cette édition. C'est tout pour le sommaire. C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à nouveau et merci de votre fidélité. Allons à la découverte d'un mouvement international de jeunesse vieux de 111 ans, créé par Lord Robert Baden-Powell, général britannique à la retraite. Ce mouvement a pour but d'aider l'enfant et le jeune à construire sa personnalité en contribuant à son développement. Le scoutisme, c'est bien de ce mouvement qu'il s'agit. Au lendemain de la journée mondiale du scoutisme célébrée, et chaque 22 février, nous vous emmenons à la découverte du dit mouvement de jeunesse. Suivez ce reportage de la rédaction. Créé en 1907, le scoutisme est un mouvement de jeunesse mondial qui permet aux jeunes de tout milieu de développer leur esprit d'initiative afin de devenir des citoyens à part entière. Animation scout, sifflet d'appel. À l'occasion du Thinking Day, nous avons surpris les scouts de la région des universités du Bénin, district Flash, en pleine célébration de la journée mondiale du scoutisme. 111 ans déjà. Et nous sommes toujours en train de parler du scoutisme. Et je peux vous dire que c'est la plus grande organisation de jeunes au monde. Je dis la plus grande organisation de jeunes au monde parce que tout à l'heure, je vous ai dit, nous prenons les jeunes depuis 6 ans jusqu'à 25 ans. C'est la seule organisation qui fait cela dans le monde. Le scoutisme béninois est divisé en 7 régions. Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, Borgou Alibori, plus la région des universités. Donc partout où il y a université, on constitue une région. Donc ça fait 7 régions. Et quand nous parlons de la région scout des universités du Bénin, la région scout des universités du Bénin est divisée en 7 districts. Donc nous avons le district de l'université de Parakou. Nous avons 3 districts ici à l'université d'Abomey-Calavi, dont la FACH, FLAC, qui est un district. La FADESP, FASEG, FSA et NAM ensemble forment un district. Nous avons l'EPAC, l'ENEAM, et puis comment on appelle, l'EPAC, l'ENEAM et la FAST, voilà, qui forment un 3e district. Nous avons le centre universitaire de Porte-Novo, qui est à Diarra aujourd'hui, qui forme un district. Nous avons l'INGEPS en entier qui constitue un district. Et pour finir, nous avons le centre universitaire de Lokossa, qui est également un district scout de la région des universités du Bénin. La tenue scout porte plusieurs symboles et chaque scout arbore un foulard à son cou. Quel sens revêt le dit foulard? Le foulard scout, ça symbolise l'unité, ça symbolise l'union à travers les scouts, à travers le monde. Razak Adebiaye revient ici sur les explications des symboles. Nous avons la fleur de lys. La fleur de lys, c'est l'insigne mondial du scoutisme. Nous avons ici l'insigne du scoutisme béninois. Lorsque vous observez bien, vous allez voir qu'il est destiné ici un palmier à huile, qui a 3 branches de chaque côté. Ces branches rappellent les 3 devoirs que les scouts doivent avoir. Devoir envers Dieu, devoir envers autrui et devoir envers soi-même, qui est de se former. Et voilà. Et nous avons une main voilà, qui est ouverte en bas de l'insigne. Cette main symbolise l'ouverture, l'acceptation de tout le monde. Dans le scoutisme, on dit que le scoutisme est sans discrimination aucune. Nous acceptons tout le monde. Et nous avons ensuite une corde qui est le symbole de liaison de tous les scouts, que ce soit du Bénin, du Togo et de tous les autres pays du monde. Ici, nous avons l'insigne de la région Afrique du scoutisme. Donc vous remarquez déjà la carte de l'Afrique et la fleur de lys qui est bel et bien au milieu. Ici, nous avons les insignes qu'on appelle des épaulettes.
c'est Miss Scoutisme béninois. Et puisque moi, je suis membre du bureau régional, donc ça, c'est les insignes du bureau régional. Pour d'autres scouts, vous allez voir seulement Scoutisme béninois et c'est tout, et c'est de couleur jaune. Le scoutisme permet aussi l'utilisation de certains signes de rassemblement. Quand je fais comme ceci, c'est un rassemblement en rectangle ou bien encore le fer à cheval que j'appelle. On l'appelle aussi le rassemblement en nu. Donc quand j'appelle comme ça, les gens doivent se mettre devant moi en rectangle. Et nous avons les rassemblements en cercle, comme ceci, ou bien là, un rassemblement en cercle, en demi-cercle, comme ça. Nous pouvons aussi avoir des rassemblements en étoile. Voilà. Ce sont quelques types de rassemblements. Quelles peuvent être alors les motivations d'une jeune fille à intégrer le scoutisme? Nous avons posé la question à la jeune Chimène Possi. D'abord, c'est pour vaincre ma timidité. Et secondo, c'est pour aider les scouts à promouvoir un monde meilleur et aussi à lutter pour la paix dans le monde entier. Le scoutisme est donc un mouvement idéal qui permet dès l'âge de 6 ans à un enfant d'avoir les aptitudes à mieux connaître sa communauté et à la servir. Allons du côté de la Marina où le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce samedi 24 février les autorités municipales, les têtes couronnées et les délégations des populations du périmètre de l'aéroport de Glodjigbe et des communes environnantes. La dite rencontre s'inscrit dans la lignée des séances d'échange initiées par le chef de l'État à l'endroit des diverses forces sociales de notre pays autour des grands sujets de l'actualité nationale. Cette rencontre conviviale et chaleureuse s'est achevée sur une note d'espoir et signe le processus désormais irréversible de réalisation de ce projet inscrit au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Suivons ici un extrait des propos. Mais ce projet est tellement important que ceux qui auront le mérite de donner plus que d'autres, ceux qui ont le mérite de faire des sacrifices énormes pour sa réalisation, devront en avoir la reconnaissance. Je me ferai un plaisir et un devoir pour recenser ceux qui auront payé le prix fort. Parce qu'il existera, il existe des moyens demain de leur témoigner reconnaissance. Je vais demander donc à mes collaborateurs qui m'ont fait également des fiches sur les degrés de sacrifice qui ne sont pas pareils d'un propriétaire à un autre. J'ai une petite idée sur ce que nous pourrions faire dans les années à venir pour reconnaître à ceux-là leur mérite. Je ferai l'effort d'être sur les lieux, de venir à Glodjigbe pour vous témoigner ma reconnaissance, pour veiller moi-même, même si je ne suis pas technicien, pour veiller à ce que ce projet que nous attendons tous se réalise dans les meilleures conditions et le plus tôt possible. Parce que j'aimerais, à défaut de poser la première pierre, venir inaugurer cet aéroport si Dieu m'en donne l'opportunité, la santé et la longévité. Le Syntesh-Sobé, entendez syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, était en congrès ce vendredi. Ce 10e congrès ordinaire a permis de faire le point des activités de la période 2014-2018. Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntesh-Sobé, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Laurent Roland Toneikes, Denis Maroya pour le compte rendu.
Les techniciens sociaux, membres du syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, se sont réunis à la salle de conférence du centre social d'Apapa pour leur 10e congrès ordinaire. Les travaux de ce congrès ont porté sur plusieurs sujets. La première activité que nous avons eu à exécuter, c'était de faire le bilan des actions menées au cours des 4 dernières années où nous avons été élus à la tête de notre syndicat. Donc le bilan moral a été fait par rapport au fonctionnement de notre bureau directeur national et de l'ensemble des structures horizontales du syndicat. Ensuite, nous avons eu également à partager avec les congressistes, nos mandants, les résultats auxquels nous sommes parvenus au thème de 4 années d'exercice syndical. Donc le rapport d'activité du bureau a été passé en revue. Ensuite, nous avons également essayé de partager avec eux la gestion qui a été celle du bureau par rapport aux finances, aux ressources qui ont été collectées et qui ont servi à mener les activités. Je vais parler par là du rapport financier de l'exercice. Et donc l'ensemble de ces documents ont été adoptés par le Congrès après, bien sûr, des observations et des discussions pour appréhender tel ou tel aspect des différentes présentations qui ont été faites. Nous allons revoir certaines dispositions de nos tests et pour pouvoir les améliorer et passer aux élections pour renouveler le bureau. Il y a eu du chemin qui est fait et malgré la création d'autres organisations syndicales dans le secteur, je pense que Syntex-OB continue d'exister, de vivre, de maintenir sa force et de s'imposer. S'en est suivi le processus de renouvellement du bureau du syndicat qui a été marqué par la réélection de Jaurès Akigbe. Il revient ici sur les grands chantiers à aborder au cours du mandat 2018-2022. D'abord la question de l'élaboration d'un nouveau plan de formation. Parce que nous avons la tradition au niveau de notre ministère d'exécuter, de mettre en place un dispositif qui permette aux agents remplissant les conditions d'aller se faire former pour améliorer leur employabilité. L'autre aspect également, c'est la relecture de nos statuts particuliers. Les statuts particuliers des corps des personnels de l'action sociale qui est également un chantier très important parce que c'est un dossier qui a commencé depuis environ 10 ans et qui a connu un coup d'arrêt. Autre chantier également, c'est le recrutement du personnel au profit du ministère et particulièrement des structures opérationnelles, les centres de promotion sociale et les services sociaux spécialisés qui connaissent un manque criard en personnel, ce qui ne permet pas vraiment ne leur permet pas de faire le travail comme cela se doit au regard des sollicitations des différentes cibles. Nous venons de renaître comme un nouveau ministère. Donc, il y a de grands défis à relever. Le ministère même est en train d'être construit. Seules les autorités ne peuvent pas. Ils ont besoin des organisations syndicales qui doivent être leurs premiers conseillers. Et concernant ce dernier point, Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntex-OB, estime que le recrutement de 150 agents opéré il y a quelques mois est largement en deçà des besoins réels. Il promet travailler de commun accord avec les autorités afin que le recrutement de 750 agents décidés en Conseil des ministres soit une réalité. Toutefois, des actions seront menées pour l'amélioration des conditions de travail des techniciens sociaux, a-t-il promis. Campagne de salubrité ce samedi à Cotonou. À la manette, la COGEDA, entendait coordination des ONG de gestion des déchets solides et ménagers et de l'assainissement de la ville de Cotonou. Et quelques adjoints au maire de la dite ville ont honoré de leur présence cette campagne de salubrité. Fréjus Séoulan et Romaric Devauchy nous font ici le point. Suivez plutôt. Cotonou, ville propre, faire de ce slogan une réalité. C'est la raison qui motive les membres de la COGEDA, coordination des ONG de gestion des déchets solides ménagers et de l'assainissement de la ville, à organiser périodiquement des campagnes de salubrité. Ce samedi 24 février 2018, armés de roues, de râteaux et de balais, ils se sont employés de bonne heure à redonner au quartier vaudier, le long des rails, son éclat. Comme l'Antossa, directeur exécutif de la COGEDA. Dans chaque arrondissement, il y a des dépotoirs sauvages. Donc nous sommes en train de voir ça et ça nous indispose. Si bien que nous nous sommes dit que si on ne fait rien, les ordures vont nous tuer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons décidé en toute responsabilité de mener cette activité. Alors que les membres de la COGEDA saclent, le chef du 7e arrondissement et l'adjoint au maire en charge du 11e arrondissement de Cotonou, où se déroule l'opération Ratel. Pour Georges Raymond, c'est une question de responsabilité sociale.
On est élu pour servir le peuple et nous sommes à pied d'œuvre pour rendre notre environnement sain et propre. On était ici il y a de cela 2 semaines et on a fait un bon travail. On fait des efforts avec tous mes chefs quartiers. Chaque week-end, ils sont sur le terrain pour quand même nettoyer leurs environnements. La volonté y est, mais... Nous manquons de moyens. Nous aurions souhaité que les partenaires au développement nous viennent en aide. Les bennes casseuses qu'on nous envoie, ou bien une benne casseuse qu'on nous envoie et qui ne fait qu'un seul voyage, alors qu'il y a des ordures qui restent. Elles se voient sous les bras. Séverin d'Almeida, patron du 7e arrondissement, reconnaît ces problèmes et rappelle l'impact attendu de cette présente campagne de salubrité. Nous faisions partie de ceux qui étaient l'initiateur de cette structure par le passé, il y a des décennies. Il se fait que, faute de moyens, effectivement, ils ont cessé d'agir entre-temps. Et nous sommes tous là pour impacter l'action et faire savoir à la population qu'il est temps que nous commencions par œuvrer pour l'assainissement de notre cadre de vie. Une population qui peine à intégrer cette réalité dans ses habitudes. Une attitude qui attriste le chef du 11e arrondissement. Déjà, 3 descentes sur ce même site, mais les citoyens veillent à le maintenir en situation de dépotoir sauvage. Quelle force moi j'ai maintenant pour rentrer dans chaque maison pour dire « Ah, si vous faites ceci, je vous vois, je vous vois. » Je n'ai pas de force. Déjà, je n'ai pas un statut juridique. Mais si les gens continuent, il faut que les gens qui sont habilités à sanctionner, donc à agir. Et moi, je demande au gouvernement de prendre les responsabilités pour que le Béninois sache qu'il a sa responsabilité envers sa communauté et qu'il doit maintenir sa maison, sa devanture, sa communauté propre. Et nous demandons au président de donner l'autonomie aux arrondissements pour que nous puissions vraiment contribuer au développement de notre nation. Interpellé sur la quasi-inexistence des bacs à ordures sur les artères pour recevoir les déchets des citoyens, Georges Raymond fera noter que le déploiement des poubelles ne réglera pas le problème de l'insalubrité si chaque citoyen, chaque ménage n'intègre pas la notion de salubrité à la base. Allusion faite à la nécessité pour les ménages de s'abonner aux structures de précollecte d'ordures. Hors du Bénin à présent, la répression de nouvelles marches de catholiques ce dimanche contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila a fait au moins 1 mort et plusieurs blessés en République démocratique du Congo selon l'épiscopat, alors que la police estime avoir atteint son objectif de 0 mort. Pour la 3e fois en 2 mois, les fidèles ont persisté à vouloir défiler contre la dictature de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin décembre 2016 à la sortie de la messe, mais ils se sont heurtés aux forces de l'ordre à Kisangani, grande ville du nord-est du pays. Des centaines de fidèles qui sortaient de la messe ont commencé à marcher avant d'être dispersés par les forces de sécurité et qui ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré à balles réelles, blessant 2 personnes, selon un correspondant de l'agence France Presse. Dans plusieurs villes, les marches ont été étouffées par les forces de sécurité et qui se sont déployées massivement devant toutes les églises catholiques. Suivons ici un extrait des propos recueillis par l'agence France Presse. Aussi longtemps que nous ne verrons pas la bonne volonté, la bonne foi de la part de nos dirigeants, nous ne pourrons pas arrêter de manifester. Peut-être que nous pourrons changer de mode, mais nous allons tenir jusqu'au bout. Après avoir tiré des gaz lacrymogènes, les militaires ont décidé de tirer à balles réelles. Il a reçu une balle réelle au sein de l'église. L'hôpital Saint-Joseph a déjà reçu 3 personnes. 3 personnes, dont 2 blessées par arme à feu grave, et la 3e personne qui a reçu aussi une balle dans la poitrine qui est décédée. Vraiment, nous sommes en train de déplorer au moins ces actes ignobles qui sont en train de ces soldats à restreindre les droits des manifestations, un droit reconnu par contre dans notre constitution. Un pouvoir commence à se battre contre son propre peuple, c'est le monde en envers. Le pouvoir est là pour protéger le peuple. On achète les armes contre les éventuels envahisseurs extérieurs.
pas contre son peuple. Là, c'est fini, il n'y a plus de pouvoir. Au Libéria, la question du droit de la terre est l'un des principaux défis qui attend le gouvernement de George Weah. Elle est au cœur de conflits récurrents entre les communautés rurales et les grandes compagnies qui exploitent de nombreuses concessions dans le pays. Reportage. Dans ce champ, au nord-ouest du Libéria, de jeunes palmiers à huile se dressent à perte de vue, en lieu et place de ce que les habitants du village voisin espéraient être une clinique ou une école. Ils appartiennent à la compagnie malaisienne Sim Darby, l'un des 4 grands producteurs d'huile de palme opérant au Libéria. Nous les avons priés de nous laisser cette parcelle de terre pour notre développement. On négociait sur la nature du développement et puis ils ont dit qu'on devait leur envoyer une lettre. Entre-temps, Sim Darby avait déjà planté d'autres arbres sur la parcelle. Au Libéria, l'immense majorité des terres appartient par défaut à l'État, qui peut octroyer des concessions à des compagnies pour en exploiter les ressources. Pour ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, qui se relève lentement de 14 années de guerre civile, les taxes issues des exportations des palmiers, du fer et du caoutchouc représentent une manne importante. Mais les contrats, souvent opaques, sont parfois source de litiges avec les populations locales qui vivent sur ces terres et les exploitent depuis des générations et sont souvent mis devant le fait accompli. L'accord a été signé au plus haut niveau par nos députés et nos sénateurs. Un projet de loi censé réglementer ces pratiques est dans les tuyaux depuis 4 ans. Ces communautés occupent les terres depuis très longtemps et elles pensent déjà en être propriétaires. Or, d'un point de vue légal, la terre ne leur appartient pas, ils la squattent seulement. Donc cette loi cherche à donner à ces gens-là la terre qui leur revient de fait. Plusieurs fois bloquée et amendée, cette loi, si elle est adoptée, marquerait une première étape dans la résolution du conflit. George Weah, le nouveau président, s'y est engagé. Un garçon de 13 ans atteint d'autisme et souffrant du syndrome d'Asperger apaise sa douleur en dessinant des plans de villes et de métro réels ou imaginaires qui sont désormais imprimés sur des sacs et vêtements et vendus dans le monde entier. Suivez ce reportage pour mieux comprendre cet élément. Matei, 13 ans, est autiste de naissance, mais sa passion pour les plans de métro a changé sa vie. Plongé dans son univers souterrain, ce jeune Tchèque a déjà reproduit à la main des centaines de plans, parmi eux les métros de Paris, Londres ou encore Madrid. J'utilise une règle, je mesure les plans que je veux copier et puis je commence à dessiner. Je travaille toujours de façon précise. La passion de Matei est un soulagement pour ses parents. Avant, le garçon pleurait 23 heures par jour. La famille a même été contrainte de déménager d'un immeuble de Prague dans une maison de banlieue. Les plans sont devenus un tranquillisant pour Matei. Il s'y est intéressé de plus en plus et a commencé à rechercher des illogismes et à les corriger pour en faire son propre monde. Le monde de Matei est désormais accessible à tous. Sa famille a créé une petite entreprise pour imprimer ses plans de métro sur des vêtements, des sacs à dos et autres gadgets. Une histoire porteuse d'espoir pour d'autres enfants autistes. Les méthodes de visualisation et de structure sont utilisées pour éduquer les enfants atteints d'autisme, car elles leur permettent d'avoir un ancrage dans leur incertitude. La famille de Matei cherche désormais un investisseur pour agrandir son entreprise et embaucher plus de personnes handicapées. Quant au principal intéressé, son rêve est d'aller à Londres et prendre le métro. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ne ratez surtout pas notre émission Matin d'Éden ce mardi, c'est à 9h.